Éric Vuillard, merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste et écrivain. Vous êtes né en mai 68, ce qui ne s'invente pas, et vous avez très tôt choisi l'écriture comme un destin, peut-être, nous en parlerons. D'abord la poésie, puis depuis une quinzaine d'années, le roman, ou plutôt le récit, qui est une forme dont nous allons parler avec vous. En tout cas, en 5 livres, principalement, vous avez installé une voix très particulière dans la littérature contemporaine, par une manière qui vous est propre de littéralement raconter l'histoire. C'est de ce rapport avec l'histoire que nous voudrions parler avec vous. En 2010, c'était l'histoire des conquistadors espagnols. En 2012, avec la bataille d'Occident et Congo, où vous êtes empoigné la Grande Guerre, la colonisation de l'Afrique. En 2014, vous reprenez le personnage de Buffalo Bill et du génocide, et l'histoire du génocide des Indiens d'Amérique. Et enfin, en 2016, vous prenez carrément la Révolution française comme objet, ou plus précisément la journée du 14 juillet 1789 à Paris, du côté de la Bastille. C'est-à-dire, c'est dire si vous vous emparez de l'histoire dans ces événements les plus massifs et les plus violents. Et j'aimerais donc que nous parlions ensemble de comment on écrit l'histoire, comment vous écrivez l'histoire, et plus largement de cette place souvent ambivalente de l'histoire dans la littérature, et de la manière dont votre travail éclaire peut-être aussi, pour une part, la relation que notre époque entretient avec le passé. Alors pourquoi l'histoire? C'est par là que nous pouvons commencer. Comment êtes-vous passé, si on peut appeler ça, si ça s'est passé comme ça, comment êtes-vous passé de la poésie à l'histoire? Alors de la poésie, l'histoire, enfin au départ sans y réfléchir, enfin ce que je vais vous dire est évidemment un peu rétrospectif. On fait tout ça sur les événements un peu importants de son existence. On se raconte une histoire a posteriori. Alors le sentiment que j'ai, c'est qu'au fond la poésie, ou en tout cas la prose poétique qui était la mienne, était occupée par quelque chose qui était avant l'histoire, au fond. Je m'intéressais beaucoup à des textes finalement qui relevaient du mythe, peut-être. Et le mythe a quelque chose d'infini, au fond. On peut pas trancher avec le mythe. C'est un dialogue qui peut durer toujours. Et il m'a semblé, d'abord pour des raisons peut-être qui me regardent pas spécifiquement, qu'à un moment donné de mon existence, ce rapport-là, compte tenu de la vie sociale dans laquelle je m'inscris comme tout le monde, ne convenait plus au fond, qui ne répondait plus à ce qui était en train de se produire, c'est-à-dire, je crois, à une réémergence de soucis au fond collectifs et politiques auquel l'histoire, elle, justement, répond bien davantage que le mythe, puisqu'elle s'inscrit, justement, au contraire, inscrit la vie humaine dans des événements qui sont autant de manières de décider, d'être pris, emportés, en tout cas, collectivement. Voilà. Et puis, il y a sans doute c'est sans doute lié aussi en partie à ma vie à moi, c'est-à-dire que j'écrivais sous forme poétique parce que, tout simplement aussi, j'étais itinérant, donc la forme poétique, elle est facile à pratiquer, enfin, c'est la forme, en tout cas, que l'on peut pratiquer quand on n'a pas de bureau, pas vraiment de lieu ou de chez soi, et où on peut tout de même, comme ça, petit à petit, collecter des bouts de texte et finir par fabriquer, au fond, un livre. Alors que après, je me suis installé, enfin d'une certaine façon, j'ai une table, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire, et du coup emprunter la voie du récit, qui est une voie en plus, pour revenir sur la première chose, qui me paraissait utile, puisqu'elle permet justement elle pose la question du sens avec beaucoup plus de vigueur, et d'une autre façon en tout cas que la poésie, puisqu'elle ne pose pas cette question de manière abyssale, elle demande de se déterminer quant à cette question à chaque instant. La prose et le récit demandent de choisir. Donc je crois que voilà, pour des raisons à la fois personnelles et des raisons qui relèvent de l'époque à laquelle je vis, tout à coup le récit s'est imposé. Alors l'histoire, moi j'ai déjà répondu partiellement, puisque en disant que l'histoire était liée donc évidemment aux événements qui se sont réellement produits. Je crois que ce souci de réalité aussi à avoir justement avec un changement d'époque. Il me semble que dans
dans la littérature, on pourrait sans doute trouver comme ça les séquences où un souci plus grand, au fond, de réalité, qui a pris des noms fort divers, hein, pas seulement celui de réalisme. Au fond, il se peut que le nom de romantisme soit aussi un souci de plus de réalité, où ce souci revient, ces moments, en fait, soient liés d'une certaine façon, à des crises politiques, en tout cas à des situations de crise collective, d'inquiétude, d'angoisse collective, à des soucis de comprendre, et donc du coup de ressaisir la réalité à nouveau frais, de s'en emparer autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, où le futur est en somme trouble, inquiétant, assez bouché, où on peut pas du tout, comme à certaines époques, comme entre deux guerres par exemple, où la montée du fascisme semblait très claire au fond. On peut pas nommer ce qui va se passer aujourd'hui. On est dans une situation, je crois, tous un peu démunis à cet égard. L'histoire, au fond, n'est pas du tout un refus. Je crois qu'au contraire, elle est une façon de s'inquiéter de ce qui va se produire d'une autre manière, de chercher dans la réalité de ce qui s'est produit, pas forcément des comparaisons ou des causes, mais tout de même des débuts peut-être de causes, des fragments de solutions, en tout cas des faits, des événements et la réalité elle-même. Et ça, il me semble que c'est une chose importante et que c'est à notre disposition et que je suis pas seul à le faire. Si bien que ça me paraît être un souci d'époque, quelque chose qui en somme nous appartient. Alors, ce serait une époque qui serait peut-être commencée, qui aurait peut-être commencé dans les années 2000, disons, c'est l'époque des années 2000, sans forcément qu'il y ait un événement en particulier. On a tendance à dire que l'ère nouvelle est arrivée en 2001. Ce n'est pas avec les attentats du World Trade Center. Ce n'est pas obligatoirement, j'imagine bien, cet événement en particulier qui nous a fait de fait changer d'époque. En tout cas, un mot peut-être sur les sujets qui vous sont venus, parce que j'imagine que vous n'avez pas opéré un choix, disons que c'est un choix que vous pouvez expliquer rétrospectivement. Pourquoi les conquistadors en 2010, pourquoi revoir la Grande Guerre en 2012. Enfin, vous êtes en dehors des questions commémoratives qui agitent en général la presse ou les politiques. Vous avez la liberté de l'écrivain de vous emparer de tel ou tel événement, de telle ou telle époque. Est-ce que vous pourriez expliciter, en tout cas, certains de ces choix-là, les conquistadors, la Grande Guerre, la guerre de 14, Congo, la colonisation, les Indiens d'Amérique avec Buffalo Bill, et puis la Révolution française. Bon, ce ne sont pas n'importe quels événements dont vous vous êtes emparés. Alors, juste, je reviens un tout petit peu sur la question précédente, sur la question du récit. Je me disais que c'était aussi lié, je pense, à la fin du marxisme. C'est-à-dire que, en 89, d'une certaine façon, enfin, c'était déjà le cas bien avant, mais là, définitivement, l'hégémonie de la pensée marxisme se dissout, au fond. Et puis, 10 ans plus tard, c'est justement cette dissolution-là qui se met à poser problème. C'est-à-dire que, justement, nous sommes devant un monde qui correspond au fond à des choses que Marx avait fort bien su décrire, qui deviennent pour nous oppressantes, inquiétantes, et nous sommes justement démunis. Nous n'avons plus de pensée générale qui nous permette de nous arrimer à ces choses, de les comprendre, de les saisir et de les critiquer. Il faut dater, c'est plus la fin de la chute du mur de Berlin. Voilà. Alors, mais je crois qu'ensuite, voilà, je crois que c'est ça l'événement important. Alors, il s'était passé des choses auparavant. Enfin, ça s'était décomposé depuis déjà un certain temps. Mais enfin, là, c'est une date où en tout cas, la pensée de gauche n'est plus du tout hégémonique. En France, en plus, il y a eu des événements politiques divers qui marquent ça. Et je pense que ça compte dans l'écriture et dans la pensée d'une façon extrêmement forte. Et qu'ensuite, c'est justement cette intimidation aussi qu'est la chute du mur de Berlin à l'égard d'une certaine pensée qui elle aussi se dissout à son tour. Et là, peut-être que l'histoire revient, ou le souci de la réalité revient et rend possible autre chose que la prose romanesque, etc. Et que le récit qui exige autre chose au fond de la prose que le roman est une façon
de poser cette question. Vous disiez, je crois qu'il y a une place ambivalente de l'histoire, pas seulement en général dans le rapport que la littérature peut avoir à elle. Je crois qu'en effet, on peut... il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est un texte de Manzoni qui s'appelle l'histoire de la colonne infâme, qui donc lui-même répond au fond à un texte à peine plus ancien de Véry sur la torture. Et ce sont des textes qui, tous les deux, davantage celui de Manzoni que celui de Véry, sont des donc, textes... Manzoni, il faut peut-être un tout petit peu le situer. Oui, donc le début du 19e, hein, c'est un texte qui paraît, je crois, pour la première fois, parce qu'il paraît en deux fois. Enfin, il y a d'abord Les Fiancés, en fait, qui paraît, je sais plus, vers 1820 quelque chose, qui ensuite va être repris par Manzoni longuement et qui va reparaître vers 1840 et des poussières. Et entre les deux, au fond, Manzoni va vivre une sorte de crise qui est liée à l'ambivalence que vous évoquez, à savoir que il y a une petite partie de ce grand roman historique que sont qu'est Les Fiancés de Manzoni, qui porte sur un épisode, une peste à Milan en 1630, donc un épisode historique réel. Et plus Manzoni s'attelle à remanier cet épisode, et plus il est troublé, inquiété par l'articulation entre la fiction au fond et la réalité historique. Et de fait, il va, alors on trouve ça dans ses correspondances, dans un livre, une petite plaquette aussi théorique sur le roman historique. Il va devenir de plus en plus critique à l'égard de la fiction, et il va reprendre l'histoire de la colonne infâme jusqu'à en faire en fond un livre isolé, seul, qui est un livre très court, mais qui est à la fois donc qui est un récit, mais qui est un récit qui épouse au fond une trajectoire théorique, qui est la critique d'un événement qui est donc il y a une peste, une épidémie de peste en 1630 à Milan, et il se trouve que des gens vont être accusés d'avoir pestiféré les eaux, c'est-à-dire d'avoir badigeonné les murs, etc. Il va y avoir un jugement tout à fait scélérat à leur égard, et ils vont être torturés, il va y avoir des dénonciations multiples, exécutés, la maison de l'un d'eux va être rasée, et on va ériger sur elle, sur ses ruines, une colonne qui s'appellera la colonne infâme, d'où le titre du livre. Et c'est donc la déconstruction de ce procès, qui est donc à la fois une histoire que nous raconte Manzoni, et en même temps une trajectoire morale, au fond, et philosophique, qui fonde, je crois, un rapport problématique au sein même de la littérature, à la fois à l'histoire et à la vérité. Et je crois que ça, c'est une chose qui continue à être active et qui, voilà, dans des moments de crise, je crois, revient, et que le récit est le nom, en somme, de ce rapport douloureux, peut-être, entre la littérature et la vérité, finalement. Alors, du coup, le choix des sujets, alors, au départ, surtout, les sujets se sont imposés. Le premier sujet s'est imposé tout seul. Au fond, les conquistadors étaient isolés. Ce sont donc pas les mêmes motivations, je crois, même profondes, qui ont agi lors du choix. Enfin, si on peut parler de choix tout à fait, de raconter comme ça la conquête du Pérou, et ensuite les livres ultérieurs, pour la raison que c'était le premier. Je savais pas du tout si j'allais en écrire d'autres, disons dans cette veine-là. Et il s'est imposé, je pense, pour diverses raisons liées à un passé plus lointain. D'abord parce que lecteur à la fois de littérature, j'ai lu depuis gamin beaucoup à la fois les chroniques et puis les livres anciens, enfin l'Antiquité, je sais pas, la guerre des Gaules de César, Thucydide, enfin voilà ce genre de livres, et que j'avais le sentiment que là encore l'histoire et la littérature depuis le début, enfin depuis leur début, s'articulent l'une à l'autre très fortement, enfin depuis Homère au fond, et que se prononcer sur l'histoire revêtait une importance particulière au fond, qu'il y a là des enjeux au fond politiques de premier plan. Et il se trouve que les conquistadors, alors j'avais beaucoup lu de chroniques, pas seulement sur Pizarre, hein, que j'ai finalement raconté, mais notamment les lettres de Cortés à Charles Quint, qui sont absolument magnifiques, Diaz del Castillo, dont on nous dit maintenant que ça serait peut-être en fait le même homme, mais bon, qui a écrit lui aussi une relation très belle de la conquête du Mexique. Et donc ce sont des textes très puissants, puisque ce sont en même temps des textes de témoignages, enfin des acteurs de drames historiques absolument terribles, et puis
En même temps, ce sont des œuvres littéraires de très grande qualité. Et il se trouve que la conquête du Pérou était, alors que j'étais allé au Pérou, j'y avais passé quelques mois, je m'étais fait des amis, je m'étais promené, donc j'avais une idée, des images, des sons, enfin plein de souvenirs au fond du Pérou. Et donc entre ces souvenirs, ces lectures plus anciennes, tout à coup l'idée m'est venue que, au fond, la conquête de Pizarre avait ceci de singulier qu'elle était plus loin, à la fois plus lointaine dans le temps, mais surtout dans l'espace, c'est-à-dire plus inaccessible. Les Andes, ça n'est pas le Mexique, c'est pas tout près des. Celle de Cortés. Voilà, c'est pas tout près des côtes, qu'on connaît mal, parce qu'elle est d'abord très éloignée, que donc elle est le fait finalement de personnes moins bien dotées, puisque ceux qui vont s'éloigner dans le continent et partir après le Mexique à la conquête d'autres lieux, ce sont évidemment les conquistadors de plus basse extraction. Almagro, par exemple, qui est le compagnon de Pizarre, est un fils de servante, orphelin en partie, enfin, qui a vécu une vie très très difficile, enfin qui est parti très tôt de chez lui, qui était physiquement très abîmé, très jeune, etc. Et donc ça raconte une toute autre histoire. Ça n'est pas seulement raconter comment l'Occident s'empare, disons, d'un immense territoire, pille les richesses, etc. C'est aussi raconter comment l'Espagne envoie ses petits paysans, ses gueux, voilà, à la conquête du monde, et comment eux, au fond, vont faire deux choses. Ils vont faire tomber une théocratie, celle des Incas, et tout à coup se rendre compte que ce qu'ils devaient savoir au fond, mais cette fois-ci ils le savent d'un savoir concret, qu'un trône, ça n'est rien d'autre que du bois, et éventuellement un peu de paille et de tissu, qui peuvent s'asseoir dessus aussi bien que Charles Quint, et ensuite évidemment ils vont s'entretuer sur un tas d'or, voilà. Donc ça raconte finalement une victoire qui n'en est pas une de leur point de vue, et comment au fond du fond toute cette richesse, c'est vers l'Espagne qu'elle afflue, et c'est dans les caisses de Charles Quint et des Flugères. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait, une sorte d'épopée problématique à plusieurs égards. Et donc comment essayer de reprendre un peu la langue de l'épopée, et puis de la tordre, puisque bon, les écrivains, je pense, ont tous ce vieux rêve de l'épopée. Bah, ça a commencé comme ça. Et puis on se dit peut-être, alors c'est peut-être une excuse, mais on se dit aussi qu'il n'y a pas tellement de raisons que le lyrisme de l'épopée, sa langue, sa structure ait pu être requise pour les grands de ce monde, et que maintenant qu'on en est à Almagro, fils de servante, il faudrait recourir à une autre prose qu'à celle-ci. Enfin, évidemment, c'est pas la même, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que quelque chose qui appartient à l'épopée, c'est-à-dire au fond la grandeur, enfin, ne puisse pas être utilisée, reprise pour n'importe qui, au fond. Donc évidemment, ça, ce que je dis est vrai et faux, puisque ça, de toute façon, les formes évoluent, et puis on les tord par nécessité, mais enfin bon, il y a bien tout de même un rapport de ce genre. Alors après, les autres livres, c'est différent, puisqu'une fois que celui-ci avait été écrit, évidemment, au deuxième livre, La bataille d'Occident, j'avais une petite idée que tout à coup ça se multipliait, et puis après il y a d'autres livres qui sont arrivés, qui étaient en chantier, et donc qui se répondaient les uns les autres, si bien que là les sujets ont pu me venir par des effets d'écho, en fait, parce que quelquefois, écrivant un livre, je m'ensable, j'arrive pas à en venir à bout, donc je le laisse. Oui, vous êtes sur plusieurs terrains en même temps. Oui, parce que au fond, ça me permet d'éviter sans doute de déprimer, ça sert pas à grand chose. Donc si un livre tout à coup ne marche pas, enfin que j'ai le sentiment de bloquer, je le mets de côté, et puis si j'ai un autre désir, autre chose, je commence autre chose. Et il se trouve que parfois, justement, ce qui bloquait dans le premier livre, le blocage en question peut me permettre de comprendre autre chose dans un livre à venir, et puis la façon dont j'entreprends un nouveau livre en laissant celui-ci de côté, au contraire, peut me permettre de résoudre ce qui me bloquait dans le précédent. J'en ai un souvenir concret. À un moment, pour un livre qui paraîtra là bientôt, au fond, j'avais travaillé sur la propagande nazie.
et donc sur la façon dont Goebbels avait fabriqué comme ça des images jusqu'au moment de l'entrée en guerre des Américains et des Russes. Les images que nous avons de la guerre sont principalement le fait de la propagande de Goebbels, qui donne une idée très de l'armée allemande, très motorisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était en fait, enfin en tout cas à un certain moment, et très ordonnée. Enfin voilà, il y a une esthétisation comme ça très particulière qui s'est imprimée dans notre conscience au fond et dont on a du mal à se défaire. Quand bien même on sait que non, ça s'est pas passé de cette façon, ça nous, c'est notre fond de l'œil. Et en fait, entre ça et puis d'autres réflexions, j'avais Tristesse de la Terre que j'écrivais, donc qui est un livre sur la naissance du show business, la naissance oui, parce que vous prenez l'histoire de Buffalo Bill et de la manière dont il a mis en scène dans ses grands barnums le show de la conquête de l'Amérique et de l'écrasement des Indiens. Enfin voilà, c'était du spectacle. Absolument. C'est ça le sujet. Voilà, et donc j'avais bloqué en fait ce livre à un moment. Je m'étais ensablé pendant que je l'écrivais. Je m'étais ensablé parce que j'avais tenté de décrire davantage la vie indienne, c'est-à-dire celle qui allait être totalement charognée au fond par le spectacle, celle qui allait être en toute impunité racontée d'une autre manière, enfin transformée. Et au fond, ça ne marchait pas. Alors je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est à la lumière de ces recherches sur la propagande de Goebbels que tout à coup je me suis dit, mais au fond, à la lumière de ça, en fait, et bizarrement, c'est un montage un peu curieux, mais d'une réflexion que j'ai trouvée dans Barthes sur les noms propres et sur comment Proust s'était mis à la recherche du temps perdu parce que tout à coup il avait découvert les noms de Swann, Guermantes et que les noms avaient permis la recherche. À la lumière de ces deux choses, je me suis dit qu'au fond, si je m'étais ensablé dans ce livre, c'est parce que les noms d'Indiens avaient été folklorisés par le show. C'est-à-dire la propagande du Wild West Show était tellement forte qu'aujourd'hui, si j'écrivais pendant plusieurs pages Sitting Bull, Crazy Horse, etc., je fabriquais quelque chose de parodique, au fond, qui n'adoptait pas du tout le ton que j'aurais souhaité adopter à l'égard de l'histoire indienne, et je pouvais donc pas la raconter comme je le souhaitais. J'étais piégé par les noms, à travers les noms propres notamment, mais pas seulement, par le show business que je racontais en même temps, ce qui était le comble. Et du coup, je me suis dit que ce qu'il fallait raconter, c'était ce qui avait rendu impossible de raconter cette histoire telle que je le souhaitais en tout cas, à savoir raconter l'histoire du Wild West Show, de cette entreprise par laquelle Buffalo Bill, donc une entreprise de cirque au fond, a fait le tour du monde en mettant en scène de grands épisodes de l'histoire des guerres indiennes et en modifiant totalement cette histoire évidemment au profit, en créant au fond la fable américaine. Et pratiquement au moment où elle se produisait. Absolument, oui. Est-ce que dans ce souci que vous avez d'aller chercher le récit dans l'histoire, vous l'avez évoqué à un moment donné en parlant de cette épopée des gueux en quelque sorte, est-ce qu'il y a une préoccupation aussi chez vous politique qui serait de faire presque une contre-histoire? Est-ce que vous revendiqueriez cette démarche, c'est-à-dire faire l'histoire des petits, des sans grade, des oubliés, des vaincus, d'aller chercher dans l'histoire celle qu'on ne raconte pas, justement, ou celle que les historiens ne racontent pas? Oui, il y a plusieurs choses, pardon, du coup je note. D'abord, je pense que pour moi, il y a une structure de base, au fond, qui est, je crois, qui est évidemment, comment dire, qui est bouleversée souvent dans l'histoire, qui est modifiée au gré des événements, enfin la sociologie change, mais je crois tout de même que il y a une structure asymétrique au fond. Les sociétés sont asymétriques. Elles sont même, alors, il y a des sociétés plus ou moins stratifiées, il y a même des moments où la société se restratifie ou se déstratifie au contraire, où elle est plus égalitaire qu'à d'autres, mais au fond du fond, les sociétés sont inégalitaires et marquées par des asymétries très fortes. Et
pour ma part, en tout cas, écrire de la littérature, c'est écrire avec ça à l'horizon, enfin, ne jamais l'oublier, en tout cas. Alors, évidemment, avec l'histoire, cette asymétrie prend des figures différentes. Alors, d'autant plus que ce qui m'intéresse, au fond, tous ces thèmes-là, je le vois bien, appartiennent à une séquence historique assez large qui commence au fond avec la Renaissance, enfin la conquête du monde par l'Europe jusqu'à nos jours. C'est-à-dire un épisode au fond marqué par deux mouvements à la fois contemporains et contradictoires qui sont d'un côté l'asservissement général du monde à une toute petite minorité tout de même de peuples, et puis dans le même temps l'émancipation de ces mêmes peuples qui va se diffuser autour du monde et avoir des effets contraires, au fond opposés à ces conquêtes. Et ce sont ces deux mouvements qui m'intéressent, puisqu'au fond ce sont dans l'existence même, enfin au jour le jour, les deux mouvements que je trouve les plus saisissants, enfin pour des raisons opposées, qui nous traversent tous les jours et qui engagent nos existences, c'est-à-dire d'un côté comment être plus libre et plus égaux, et de l'autre un phénomène qui vise au contraire à hiérarchiser les individus, c'est l'illimité de la richesse et du pouvoir, enfin qui sans cesse travaille les sociétés. Alors du coup le silence de l'histoire, là ça pose un problème à la fois qui s'inscrit dans celui-ci, mais qui est un petit peu différent. C'est qu'au fond, si on prend les faits sociaux comme des choses, comme Durkheim, dont on sait que sa position politique était finalement modérée, hein, en les réifiant, quelque chose du silence va être mis de côté, puisqu'on s'en tient du coup à une épistémologie qui est celle au fond d'une grande partie de l'histoire aujourd'hui, hein, ce qui est pas de tous les historiens, mais d'une partie, ce qui est normal, c'est le cœur même du dispositif des sciences humaines, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des événements, des faits. Or, il se trouve que justement, les plus démunis ne laissent quasiment jamais de traces. Donc, je crois que les sciences humaines, la pensée, en tout cas d'ailleurs en général, pas seulement les sciences humaines, est face à une contradiction qu'elle ne peut pas résoudre en réalité, enfin qui est une contradiction sans retour, je crois, d'une certaine manière. Alors on peut, il y a toutes sortes de façons de faire, hein, évidemment. Récemment, là, j'ai racheté le livre collectif, là, dirigé par Bourdieu, La misère du monde, qui est un livre qui tente justement, tout à fait, et qui réussit d'ailleurs en grande partie, d'essayer de nous faire comprendre, de faire entendre des gens, et pas seulement les plus misérables, d'ailleurs des gens qu'on connaît pas, dont on ne connaît pas l'existence, des douleurs qu'on n'a pas l'habitude de savoir entendre, etc. Mais pour ce qui concerne l'histoire, par exemple, c'est très différent, puisque là, l'absence de traces, elle est définitive. Donc, quand il faut qu'il y ait une trace judiciaire, il faut qu'ils aient... Voilà. Et c'est tout le travail que, par exemple, fait Arlette Farge ou avec Michel Foucault. Tout à fait. Aller chercher peut-être le gueux, mais le gueux qui a tué. Oui, absolument. Bah, c'est ce que Foucault et Arlette Farge, effectivement, arrivent... nous disent, c'est que les archives des plus démunis, c'est effectivement les archives de l'ordre, c'est-à-dire l'ordre les harcèle, enfin on le sait bien, les contrôles, etc. Et que là, dans les archives de l'ordre, on trouve une trace. Mais donc, quelle trace? Une trace bien particulière d'eux, et effectivement, on en trouve une. C'est ce qui rend, d'ailleurs, c'est ce que raconte très bien Foucault, là, dans la préface à la vie des hommes infâmes, où il dit que, lisant un registre d'internement, avec juste un nom, un prénom, une petite histoire, enfin pas grand-chose, il est plus ému que par n'importe quel roman. C'est à la fois la réalité dont je parlais au début, c'est-à-dire ça sonne vrai, enfin ça sonne juste. Il n'y a pas ce bruit de casserole que la fiction peut parfois avoir. Et puis pas seulement les noms propres, de la pauvreté même peut-être de ce qui est dit, le fait qu'il y a un bord à tout ça. On peut pas en rajouter. On a juste quelques événements, par exemple une plainte, un nom, une adresse, quelques faits. La pauvreté même rend la chose tout à fait touchante et bizarrement lui donne, je crois, un contenu, c'est-à-dire le contenu que je viens de dire, à savoir que précisément il y a un silence dans l'histoire.
Et ce silence a à voir avec la structure que j'évoquais. Hugo dit quelque part, je crois qu'il faudrait que l'histoire passe aux aveux. Moi, je l'entends de cette manière. C'est-à-dire qu'au fond de la vie sociale, enfin, la vie sociale est structurée d'une manière très violente, très décisive, avec des intérêts marqués à ça, elle est fracturée, en somme. Et, par exemple, travaillant sur le 14 juillet, alors il y a eu beaucoup de travaux d'historiens qui ont fait qui ont publié là-dessus des articles et des livres passionnants sur les foules révolutionnaires, qui ont tenté une sociologie du 14 juillet. On a donc une liste là, celle des vainqueurs de la Bastille, avec 954 noms, et c'est, je crois, la première fois dans l'histoire que pour un événement aussi décisif que la prise de la Bastille, on a finalement tant de noms, de renseignements, parce qu'on n'a pas que leur nom, on a leur métier souvent, leur adresse, etc. On peut même avoir des faits, ce qu'ils ont pu commettre et faire ce jour-là, le 14 juillet 1789, lors de la prise de la Bastille. Et donc, tout à coup, un petit peuple d'artisans, de commerçants, de chômeurs apparaît dans l'histoire, comme ça, et laisse une trace. Seulement, en lisant alors un chroniqueur, Dussault, qui était un bourgeois de Paris, auquel l'Assemblée nationale a demandé d'écrire une relation, donc qui serait la relation officielle, au fond, du 14 juillet, à la toute fin de sa relation, il nous raconte comment, le soir, ceux qui allaient devenir les vainqueurs de la Bastille, en tout cas, disons la foule là, des émeutiers, arrivent à l'hôtel de ville, l'hôtel de ville ayant tout fait toute la journée pour que la prise de la Bastille n'ait pas lieu. Évidemment, quand tout à coup, on a des milliers de personnes qui arrivent victorieuses avec des piques, là, les bourgeois les accueillent à bras ouverts et vont même jusqu'à leur demander de se signaler, c'est ce qui va devenir la liste des vainqueurs de la Bastille. Mais à ce moment-là, Dussault a cette phrase immaîtrisée, on dirait qu'il sait pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit mais la plupart d'entre eux partirent comme s'ils avaient fait un mauvais coup. Ce qui signifie que la liste est absolument incomplète. Et le silence que vous évoquiez, celui qui fait une part de l'œuvre d'Arlette Farge, justement, là, on l'entend au coin d'une phrase, en fait, puisque aussitôt Dussault nous parle d'autre chose, il ne nous les décrit pas, ces gens-là. Donc ces gens-là échappent à toute entreprise sociologique et historique, ils disparaissent, ils ne sont pas dans la liste des vainqueurs de la Bastille. On peut les trouver effectivement un petit peu dans les registres du Châtelet, de la police, puisque certains d'entre eux vont être arrêtés le soir, en marge du 14 juillet avec une arme, par exemple, ou une chemise dérobée au gouverneur, ce genre de choses. Ou alors on peut les trouver parmi les morts, puisque là les morts, évidemment, on leur demande pas de se signaler, ils n'ont pas à se signaler pour mourir, si bien que toutes sortes de gens peuvent mourir et que ça crée, mais ces 98 morts, on n'a pas tous leurs noms, là encore, donc quelque chose échappe toujours, et je crois que voilà, la littérature est face à ce vide, là, et que ce vide-là, il faut en faire quelque chose, puisqu'en somme, ça n'est pas comme si, on peut pas se contenter de dire qu'on n'a pas de preuves, c'est pas comme si il y avait personne derrière, il y a des gens, ces gens ont existé, il faut donc trouver une solution. Et alors, par rapport à un historien, est-ce que vous, écrivain, vous revendiqueriez le devoir d'inventer ceux qui n'ont pas, ceux que l'histoire laisse dans le silence, est-ce qu'il faut les inventer par l'écriture, et comment vous vous posez le problème de ça? Là, dans 14 juillet, par exemple, il y a ce personnage dont Michelet a beaucoup parlé, lui-même, Thuriot de la Rosière, qui a été l'entremetteur à la Bastille. Mais justement, vous allez chercher d'autres personnages, dont les noms propres, certainement, vous les avez repérés dans ces archives dont vous venez de nous parler. Mais comment est-ce que vous, écrivain, vous vous dites, Sagot, par exemple, je vais dire ce qui s'est passé pour lui. Sagot. Rien que ce terme, rien que cet homme-là. Cet homme-là, comment vous l'avez découvert, comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez écrit, comment vous l'avez créé. Est-ce que vous l'avez créé? Alors, sur l'invention, ce qu'il y a de problématique, au fond, je crois, jusqu'au bout, c'est qu'au fond, Michelet invente.
Celui qui ouvre l'histoire invente mieux que personne d'ailleurs. Il invente d'ailleurs de toutes les manières, c'est-à-dire qu'il invente par son lyrisme en fait éblouissant, il nous ensorcelle, donc il invente d'une certaine façon, et d'un autre, l'accent qu'il met sur Thuriot de la Rosière qui tient quasiment la moitié de sa relation à lui, Michelet, de la journée du 14 juillet, est tout à fait délirante, puisque donner à Thuriot une telle importance, déjà, il faut imaginer que le 14 juillet, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, en fait tout Paris dans la rue, et que Michelet, là-dessus, éclaire son projecteur sur un individu pendant la moitié de sa relation. Or, cet individu-là, Thuriot de la Rosière, comme on l'entend, fait partie de la bourgeoisie, et n'a joué aucun rôle le 14 juillet. Il s'est introduit dans la Bastille en ambassade, il a joué plutôt un rôle contre-révolutionnaire, puisque tout ce qu'il souhaitait, c'est qu'une milice bourgeoise soit introduite dans la Bastille. Quand il est sorti, le peuple l'a sérieusement malmené, et il était tellement fatigué, on le comprend d'ailleurs, puisque quand je dis que le peuple l'a malmené, le peuple l'a suivi jusqu'à son district en portant des haches sur sa tête. Enfin, je crois qu'il a été sérieusement secoué. Ensuite, il est allé à l'hôtel de ville pour faire une déclaration comme quoi le gouverneur s'engageait à ne pas faire tirer sur la foule. Au moment où cette déclaration va être lue, le premier coup de canon retentit de la Bastille. On sait dire que son rôle politique est quand même assez mince, et après ça, il disparaît du 14 juillet. Donc, il y a chez Michelet, en réalité... une recréation. Complète. Et on le voit bien par rapport à ce que... à ce que je disais précédemment du silence, c'est-à-dire... on ne peut pas se défausser des conflits. D'ailleurs, Michelet se défausse pas. Les conflits pour Michelet simplement sont pas les mêmes que pour d'autres. Les siens sont en somme ceux de quelqu'un qui veut faire advenir une démocratie représentative à une période où ça n'est pas le cas. Enfin, puisqu'il écrit tout ça, je crois, autour de 48, mais un peu avant, un peu après. Il va d'ailleurs avoir des ennuis politiques, Michelet, puisqu'il va être démis de ses fonctions, etc. Donc tout ça est assez courageux. Simplement, tout ça est derrière nous, et on peut l'envisager d'une autre manière. Donc on voit son enjeu à lui, celui d'un républicanisme classique, et ce républicanisme classique épouse l'idée selon laquelle une bourgeoisie éclairée de représentants comme Thuriot de la Rosière pourrait mettre donc en place un système disons à deux niveaux, avec d'un côté le peuple, le suffrage universel, qui est sans doute l'immense clameur que pousse le peuple lorsqu'il aperçoit Thuriot sur la tour, puisqu'il y a que deux personnages au fond dans le passage de Michelet. Il y a Thuriot qui monte sur une des tours de la Bastille pour vérifier que les canons ont bien été retirés, et puis le peuple le voyant qui pousse une clameur. Voilà, il est au fond aphasique, ce peuple, et puis c'est juste un lavis bouillonnant autour de la Bastille, rien de plus pour Michelet. Or, justement, il se défausse pas là des conflits, Michelet, mais son conflit, c'est celui-ci contre la monarchie, etc. Pour ce qui me concerne, en tout cas, ça n'est pas mon point de vue. Ce qui m'intéresse, c'est justement ce lavis d'hommes autour de la Bastille, et d'essayer de trouver des bribes de traces de ce qui a disparu et qui était pourtant là. Et ça, nous le savons, puisque quand un témoignage du temps nous dit il y avait, alors on trouve des témoignages qui disent il y avait 100 000 personnes, tout Paris était là. On peut pas, d'un autre côté, s'en tenir aux 954 bons hommes qui ont reçu une médaille après le 14 juillet en tant que vainqueurs de la Bastille. Alors, du coup, sur l'invention, Sagot, il y a plusieurs manières, au fond, d'essayer de faire parler ce relatif silence, puisqu'il est toujours que relatif, puisque si on nous dit il y en a 100 000, ils sont là. Donc, alors évidemment, Sagot, ça c'est dans la liste des vainqueurs, et puis il y en a des bribes ailleurs. Alors sa mort, je l'invente pas. On a le moment, les blessures, etc. Ce qu'il y a, c'est que je recompose de manière plausible le moment où elle a lieu. Bon, là je parle dans les grandes lignes. Après, évidemment, ce que je fais, c'est que l'incarnant, je lui prête quelque chose qui m'appartient au fond, enfin qui nous appartient à tous, qui est des sentiments d'angoisse, de regret, des liens qui font de l'humanité la plus ordinaire, et qui la rendent au fond touchante, et qui font qu'ayant une matière, elle devient autre chose qu'un simple nom, et surtout qu'un simple nombre, puisque autrement on est face. Je parlais de Durkheim tout à l'heure, ou en tout cas disons de ce qui fonde l'épistémologie des sciences humaines. Si on a d'un côté
si on s'en tient aux preuves au sens le plus strict, alors on a d'un côté une liste de morts, 98. Mais on n'a rien d'autre, on a leur nom pour certains, donc Sago, et puis c'est tout. Et de l'autre, pour la mort du gouverneur de Launay, on a par contre, comme il y a eu une enquête, alors là on a des documents qui permettent de raconter extrêmement bien dans le détail la mort de Delaunay. Alors d'abord, on a une histoire, on a deux histoires en somme. L'histoire des gouverneurs, elle, est parfaitement détaillée, on peut la raconter, on a le droit de le faire selon des normes épistémologiques fixées, puisque les preuves sont là, on peut les utiliser et raconter de manière tout à fait détaillée la mort de Delaunay. En revanche, la mort des 98, on doit s'en tenir uniquement à leur nom, et c'est tout. Voilà. En stricte épistémologie, voilà. Mais alors du coup, ça signifie donc que le grand nombre n'a droit qu'aux chiffres, et que les gouverneurs ont droit au récit. Je pense que la littérature, elle, justement, qui n'a pas qui n'obéit pas aux mêmes nécessités, enfin aux mêmes contraintes que les sciences humaines et que l'histoire, peut au contraire et doit, en incarnant peut-être, faire sentir, faire éprouver que, au fond, non seulement évidemment la vie de Sago valait celle de Delaunay, mais que, au fond, ça vient réveiller autre chose. C'est que Delaunay, lui, est responsable en quelque façon de la mort de Sago. 98, ça fait 98 morts, ça fait tout de même beaucoup de monde. Ça nous fait, je crois, ressentir le chiffre de 98. Enfin, raconter la mort d'un seul permet de sentir ce que ça pèse que 98 existences. Alors peut-être que justement, ce qui serait bien, c'est que, si vous voulez bien, nous lire un peu de la manière dont Sago meurt. D'accord. Le 14 juillet. Donc en commençant là. Commencez où vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est Sago, ce nom posé ici comme un cadavre? On sait bien peu sur lui. Son enveloppe est vide. Il vivait rue Planche-Mibray et faisait profession de batteur d'or. Son nom n'est même pas sûr. On le trouve parfois sous celui de Saganay. Il a dû croire aux signaux de paix comme les autres et s'avancer un peu à découvert, timide, mais pas assez. Il a dû douter un instant et se dire que lui, pauvre batteur d'or, savait bien peu de choses et qu'après tout, si le procureur du roi voulait entrer dans la citadelle, il devait avoir des raisons sérieuses et que peut-être il trouverait une solution là-haut pour tout le monde. Il s'est alors approché, il voulait voir. Il fit quelques pas. Il suivit Poupart et Corny, s'installa dans leur sillage patelin, impressionné par leur faconde, et il laissa derrière lui tout ce qu'il aimait, sa jeune femme, sa petite vie de facturier, sa piaule à Planche-Mibray, ses copains de bistrot, ses certitudes de pauvre, et il fit quelques pas de poupée mécanique dans l'espoir de bien faire. Pendant les quelques instants où il avance à découvert, l'œil fixé sur les tours, tâchant de comprendre les signes, il dut avoir le cœur à la fois tout froid et tout chaud, protégé par les forces de l'habitude et inquiété par autre chose, de plus incertain peut-être, mais de plus profond. Il y eut sans doute aussi le goût du risque, la bravade. Tout cela tourbillonna très vite dans sa tête comme de minuscules débris de vérité incapables de s'assembler. Il y eut une éclaircie, un rayon de soleil les aveugla, puis un lourd nuage engloutit tout. Un camarade leur cria de ne pas s'approcher davantage, de revenir. Sago l'entendit à peine, leva les yeux, et il y eut un éclair, un tout petit brin de lumière près du ciel, en haut des tours. Il n'eut pas le temps de comprendre, ça brillait. Une détonation sembla venir de très loin, de derrière lui. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, il sentit une chaleur dans le ventre. « Reviens » entendit-il. Il eut alors une terrible envie de tout laisser là, de rebrousser chemin jusqu'à la rue Saint-Antoine, de courir jusqu'à la Grève et d'aller chez lui voir sa femme. Il avait oublié de lui dire quelque chose. Soudain, il eut l'impression qu'on le repoussait doucement dans le silence. Il vit Perrin crier, mais ne l'entendit pas. Sa vue se troubla, sa bouche devint sèche. Et lorsqu'il fut étendu sur le sol, la tête en l'air, regardant le ciel, il cracha un long filet de sang et d'écume, puis un petit cri. La cour était vide, horriblement vide maintenant. Il était seul, allongé, blafard. Perrin, à 10 mètres de lui, se tenait la jambe. Turpin s'était traîné jusqu'au mur et pleurait. Et tandis qu'Étis de Corny allait sous le parapet et gesticule en direction de ses camarades afin qu'on vienne le chercher, Sago gît seul au milieu de la cour.
Il gît parmi ses regrets, son histoire éparse qu'on a jeté par terre. La planche vibrait, son atelier, ses serre-joints, ses marteaux, ses fines pinces de roseau, tout ce qui avait accompagné sa vie mortelle jonchait le sol autour de lui. Le ciel est là, énorme, Sagot est tout petit. Il est tout petit dans son tablier d'artisan, car il est venu là sans se changer, en tenue de travail, et il meurt dans sa vieille blouse, toute couverte de taches, comme la palette d'un peintre. Voilà, Sagot est tout petit. Et quand vous écrivez ce texte-là, ce Sagot tout petit, vous voulez le rendre grand? Oui et non, c'est-à-dire que évidemment que l'héroïsme existe au sens où, après tout, c'est certain, prendre les armes, enfin ça doit être à la fois quelque chose d'excitant, mais enfin c'est prendre des risques, enfin se rebeller contre l'ordre existant, franchir des murailles, lorsqu'on est enfin visé par des soldats sur des tours, enfin donc tout ça comporte une part exceptionnel, enfin indéniablement, mais enfin il n'est pas seul, puisque là l'exception était la règle tout à coup, puisque il y avait des milliers et des milliers de personnes à ce moment-là autour de la Bastille, et que les gens qui ont été tués n'étaient pas forcément ceux qui étaient en première ligne armés. Je pense qu'il y a eu des tas de gens tués qui étaient dans la foule et qui se sont pris une balle perdue, et on peut à ce moment-là se prendre des balles perdues, et donc aussi courageux aussi en un sens, enfin donc les notions de courage et d'héroïsme sont de toute façon des choses problématiques, mais elles existent, et puis en même temps non, c'est ordinaire puisqu'ils sont tous là, puisque tout à coup l'exception est la règle, et que se rebeller et courir des risques, eh bien c'est tout le peuple de Paris qui le fait. Alors le grandir, je ne sais pas, mais en tout cas l'incarner, oui, enfin essayer de le rendre vivant, enfin de le rendre perceptible, mais de rendre aussi perceptible qu'il est imperceptible, c'est-à-dire qu'au fond on sait très peu de choses, que ce que je raconte là, d'abord je m'appuie sur quelques faits, donc son adresse, son métier, très très peu de choses au fond, et puis je greffe là-dessus des impressions personnelles qui sont là encore très peu de choses, je dirais le minimum humain, et au fond ça suffit, peut-être parce que d'abord c'est le gage d'une égalité entre lui et nous et entre tous, et puis aussi parce que c'est ça qui fonde un homme, et que ça me permet sans doute aussi de respecter quelque chose, enfin du rapport le plus strict à l'exactitude, c'est-à-dire imaginer qu'en mourant il ait pu penser à sa femme. Bon, c'est sûr que c'est pas dans les archives, hein, mais c'est une chose qui me paraît pas, disons, ni contrevenir à la raison, ni contrevenir non plus à ce qui est dans les archives. C'est en soi, ça n'est pas mentir, ça n'est même pas le mentir vrai d'Aragon, c'est autre chose dont il s'agit. Donc non, c'est plutôt pour moi. C'est même pas ni le sauver, ni enfin, puisque je crois qu'il s'est bien débrouillé tout seul en somme. Hein, mais non, c'est incarné. Je crois qu'au premier chef, c'est l'une des choses que la littérature peut faire, c'est articuler. Tout à l'heure, j'évoquais Véry et Manzoni. C'est au fond ce qui s'ouvre avec leurs deux livres. C'est comment la composition, l'intrigue et la réflexion peuvent se nouer ensemble, tenter d'être exigeante, et en même temps, par l'incarnation, de rendre sensible, peut-être d'abord au plus grand nombre, mais aussi en le rendant sensible, de rendre possible dans la réflexion la survenue de certaines choses, et notamment donc de ce silence, de la douleur du grand nombre au fond, qui sinon passe à la trappe. Est-ce que vous diriez que il semble quand même que la question de la violence, de ce que vous appelez, je crois, dans la bataille d'Occident, donc Congo, la puissance d'écrasement, est une chose aussi qui vous requiert d'une certaine manière. Je crois que vous dites à un moment donné, dans la bataille d'Occident, moi je dispose de leur grande carcasse héroïque, j'en fais ce qui me plaît. Je les ressuscite et je les montre là comme des singes de cirque, grands singes vainqueurs dans un océan de misère. Est-ce que c'est un credo de votre mission d'écrivain? Est-ce que vous le diriez avec ces termes-là? En tout cas, on est tous de ce point de vue dans la même situation, il me semble. C'est-à-dire, enfin tous. Disons qu'il y a au moins deux niveaux, quoi. Évidemment, il y a
ce dont on ne trouvera quasiment pas la trace dans les archives, c'est autre chose, c'est-à-dire les gens qui aujourd'hui traversent la Méditerranée, coulent et meurent, disparaissent corps et biens, et eux ne sont pas comme nous, puisqu'ils n'ont jamais, nous on a toujours une carte d'identité, un ticket pour entrer, enfin on fait partie d'un monde, enfin je me souviens d'une anecdote où je crois qu'André Siegfried, je ne sais plus quel âge, avait voulu faire le tour du monde, donc le fondateur de la science politique, et on raconte qu'il aurait fait le tour du monde avec une carte de visite. Il avait une carte de visite, lui, mais avec une simple carte de visite, quelqu'un du milieu d'André Siegfried pouvait, à ce moment-là, faire le tour du monde sur des paquebots, etc., des trains élégants. Nous, on peut aller de partout, enfin, il suffit de demander un visa, etc., aucun problème. Bon, donc il y a un autre monde pour lequel il n'est pas possible de passer certaines frontières, c'est en tout cas très dangereux. Mais malgré tout, dans notre monde aussi, le rapport que nous avons au pouvoir est un rapport finalement... il est en face de nous, enfin comme une chose qu'on ne peut pas atteindre. Et je ne parle pas seulement d'écran, mais enfin bon, quand on va même à un meeting, enfin les hommes politiques sont sur une scène, bon de temps en temps ils peuvent nous serrer la pince en traversant la foule, mais au fond le pouvoir, la démocratie représentative fonde un régime clivé, enfin totalement clivé. C'est le début, même si la démocratie représentative est en soi un progrès évidemment par rapport à la monarchie, aux tyrannies qui l'ont précédée ou qui sont ses contemporaines, la puissance d'écrasement elle est toujours là tout de même, c'est-à-dire que l'immense majorité de la population est en situation au fond de relative impuissance, nous sommes spectateurs au fond de ceux qui décident de notre destin collectif. Et je crois que la littérature, entre autres choses, c'est pas la seule évidemment, a toujours été intéressé à ça, que finalement ce qu'on appelle enfin ce que moi plutôt j'appelle littérature, à savoir quelque chose qui est apparu avec la Révolution française, puisqu'avant on a des hommes de lettres, on a quelque chose qui va devenir rétrospectivement de la littérature, mais qui était produit par des personnes qui étaient au fond prébandées, payées par les grands, pour raconter des histoires souvent empruntées à la mythologie, ou quand ils étaient plus malicieux et plus piquants, ils inventaient des fables un peu méchantes qui pouvaient écorner les grands, mais tout de même pas tous, et au prix tout de même de contorsions un petit peu savantes, ou alors au contraire d'un apparat de naïveté. Mais à partir de la Révolution française, quelque chose d'autre s'ouvre dans la littérature, d'abord parce que tout à coup l'homme de lettres disparaît, et ce qui apparaît c'est la figure de l'écrivain qui vide sa plume, qui donc se tourne vers le grand nombre, tout comme les hommes vont finir par élire d'autres hommes. Voilà. Et de ce rapport-là, la littérature va apparaître, et la comédie humaine, par exemple, je crois, en est un des signes les plus forts. Le fait que la divine comédie descende sur terre, enfin ce titre à la fois ironique et très beau de Balzac marque l'apparition de la littérature. C'est-à-dire tout à coup, les hommes de quelque condition que ce soit entrent dans la prose et deviennent des sujets d'études aussi intéressants les uns que les autres. C'est aussi intéressant d'étudier César Birotteau, parfumeur, que Nucigène, banquier, que Rastignac, jeune arriviste, que le père Goriot, ou Gobseck, usurier, etc. Enfin, tout le monde mérite qu'on l'observe. Et je crois que la littérature va emprunter au fond cette voie qui est une voie elle s'adosse au processus d'émancipation des hommes, je crois, à partir de ce moment-là. Et il me semble qu'on n'est pas sorti de cette exigence, et que la puissance d'écrasement que vous évoquiez, évidemment, elle est en face du coup de la littérature, et la littérature tente par différents moyens, soit de se détourner de ses effets, soit d'en dire quelque chose. Alors par moments, que ce soit la littérature ou les sciences humaines, évidemment on oublie ce qu'on peut appeler les responsables, parce que pour diverses raisons, on peut, par exemple toute la période, je crois, enfin une crise importante de l'histoire de la littérature, c'est, je pense, au début du XXe siècle, le moment où elle se rend compte que
que c'est bien beau évidemment de parler de tout le monde, mais qu'à raconter toujours des histoires formidables. César Birotteau, c'est très bien, mais si c'est pour lui faire une vie pleine d'événements comme la vie des grands, alors on est en train d'introduire finalement un élément qui appartient à la société ancienne dans la société nouvelle. C'est-à-dire que pour intéresser le public, il faut qu'il se passe des choses exceptionnelles. Or, dans la vie de tous les jours, il ne s'en passe pas. Alors ça, Joyce, par exemple, lui nous dit je vais vous raconter la vie d'un petit employé de bureau pendant une journée, il se passera rien, mais vous verrez, c'est intéressant puisque c'est notre vie. Et au fond, ça aussi, c'est une manière de répondre à la puissance d'écrasement. Ces vies existent, et finalement, on s'aperçoit qu'elles ont de l'intérêt. D'autres choses, tout à coup, nous attirent et nous intéressent. Et donc, mais le problème de cette séquence-là, c'est que du coup, on oublie les responsables. Tout à coup, on a le peuple. On va avoir plein de versions de Joyce, donc plein d'individus dont on va nous raconter la vie ordinaire pendant près d'un siècle. La littérature va faire ça. Mais tout à coup, du coup, on oublie que la société telle qu'elle est, il y a tout de même des gens qui s'en occupent, qui la dirigent et qui sont responsables des événements pour une part qui se produisent. Sinon, on a quoi? La fatalité, le destin, le hasard, ça suffit pas. Et alors peut-être que il me semblait important de revenir du coup aux grandes dates, de revenir aussi aux responsabilités, de se ressaisir pas seulement des douleurs du peuple, mais aussi de ceux qui, pour une part, les causent, et eux aussi de les attraper et de les raconter. Ces grands singes vainqueurs. Voilà. Cela même. Merci Éric Vuillard. Merci à vous.